Monsieur le député de Terrebonne pour son intervention sur le discours du budget. Monsieur le député de Terrebonne, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il me fait plaisir de prendre la parole aujourd'hui dans le cadre du débat sur le discours d'ouverture que nous a livré le Premier ministre le 23 février dernier. Ça me fait plaisir parce que c'est l'occasion de remettre ce discours en contexte, de l'analyser, d'examiner les idées qu'il contient et de relever celles aussi qu'elle ne contient pas. C'est le moment de faire le point sur la situation politique que nous vivons en ce moment au Québec et sur la direction qu'entend prendre le gouvernement au cours des prochains mois et des prochaines années. Monsieur le Président, j'aimerais, pour les quelques petites secondes qui s'en viennent, vous faire un petit clin d'œil sur un ancien collègue que nous avons eu, vous et moi, à l'Assemblée nationale, Monsieur Yves Blais, anciennement député de Terrebonne. J'aimerais vous parler, avant d'entamer plus concrètement le sujet, d'un de nos amis communs, notre ami Aidé. J'aimerais vous parler, Monsieur le Président, de mon chum Aidé. Mon chum Aidé, lui, Monsieur le Président, il vit sur la planète libérale. Monsieur le Président, mon chum Aidé, lui, l'augmentation des frais de scolarité, ça le dérange pas. Ça n'a pas l'air du tout de le troubler, parce que dans le fond, mon chum Aidé, Monsieur le Président, lui, il y a 20 000 personnes de 65 ans et plus dans son comté, donc on peut comprendre que peut-être c'est un peu plus loin de ses priorités. Mon chum Aidé, Monsieur le Président, c'est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec. Il connaît bien ça, la justice, il a travaillé longtemps là-dedans. Mais pour lui, les commissions d'enquête, c'est pas important. C'est pas quelque chose de prioritaire. Et vous savez, Monsieur le Président, en santé, évidemment, lui non plus, il voit rien de mal à ce qui se passe présentement au Québec. En fait, notre ami commun, notre chum Aidé, lui, il trouve que le discours du Premier ministre était très inspirant, voire grand pour l'avenir du Québec. Je ferme la parenthèse, Monsieur le Président, mais je tenais quand même à le mentionner parce que je veux qu'on remette les choses en contexte. Évidemment, tout le monde le sait actuellement, le gouvernement est très impopulaire. Il faut s'en parler. En février dernier, le taux de désapprobation du Premier ministre était de 77 Monsieur le Président. 77 écoutez, c'est au-dessus de la moyenne générale de bien des gens, et si on avait tous des résultats comme ça dans nos comtés à chaque élection, il y aurait beaucoup de joie pour certains d'entre nous. Selon Léger Marketing, c'est un record d'impopularité pour un Premier ministre québécois. Je répète encore, un record, pas nécessairement un bon record, mais rendu où ce gouvernement en est, c'est mieux que rien. J'imagine donc que 77 donc trois quarts des concitoyens s'entendent sur le fait que le député de Sherbrooke et son gouvernement font pas un excellent travail à l'heure actuelle. C'est donc dans un contexte assez particulier que se pointe le discours inaugural du Premier ministre. Pourquoi les Québécois ont une aussi faible estime de ce gouvernement? La liste de griefs est longue, mais en partant, on ne peut pas passer à côté de la demande de la commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction et sur le financement des partis politiques. Le gouvernement a beau créer toutes les escouades sans procureur ou toutes les opérations marteau qui cognent mal, mais ce que la population veut, Monsieur le Président, c'est une enquête publique, indépendante et transparente. Ce n'est pas très compliqué et c'est une demande plus que légitime. Pourquoi s'y opposer? Dans le cadre d'un discours inaugural d'un chef d'État, on aurait pu s'attendre, Monsieur le Président, à un moment comme celui-ci, voir un Premier ministre débarquer et parler devant l'ensemble des Québécois en vous disant « Gens du Québec, je vous ai compris ». Bien sûr, ce ne fut pas le cas. Surtout quand on considère que toute une société se mobilise sur une question comme celle-ci, en passant par les procureurs, les policiers, même les syndicats et le patronat qui ont donné leur accord au sein d'une commission d'enquête à un enjeu aussi important que celui-là. Oui, Monsieur le Président, vous avez bien entendu. Syndicats et patronat ensemble, vous imaginez le consensus? Pourtant, rien. Il y a aussi la situation du système de santé qui contribue à faire de cette impopularité extrême du gouvernement un des enjeux majeurs à l'heure actuelle au Québec. Après s'être fait élire sur la promesse d'éliminer le temps d'attente dans nos hôpitaux et dans les urgences, tout ce que le gouvernement a réussi à faire, c'est d'éliminer chez nos concitoyens l'espoir qu'il remplisse sa promesse. Loin d'avoir éliminé l'attente, le gouvernement a réussi, et il faut quand même le souligner, à empirer la situation. Depuis 8 ans au Québec, notamment au Centre Pierre-Legardeur, qui est l'hôpital de ma circonscription, chez nous, la situation à l'urgence ne fait que se dégrader. Tant qu'à briser une promesse, les libéraux n'ont pas été avec le dos de la cuillère. Je vais vous en dire quelques-unes, histoire de vous garder actifs et inspirés encore quelques minutes. Pénurie de places en garderie subventionnées. Vous savez, Terrebonne est une circonscription dans laquelle il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'effervescence, bref, un baby-boom. Et il nous manque de places en garderie. Qu'attend le gouvernement libéral pour nous en donner davantage, Monsieur le Président? On a appris qu'il y aurait des promesses qui viendraient au cours des prochaines années, toujours un petit peu plus loin dans le temps. On est rendu en 2016. Mon Dieu, s'imagine-t-il rester encore aussi longtemps? C'est
c'est ce que l'histoire nous racontera, mais disons qu'on prolonge dans l'avenir certaines prédictions. Manque de ressources pour les élèves en difficulté, litige avec le gouvernement fédéral qui s'accumule. Vous le savez, l'harmonisation des taxes, et pourtant, s'il y a bien un sujet, Monsieur le Président, dans lequel tous les partis politiques de cette Chambre s'entendent pour faire front commun, c'est l'harmonisation. Pourtant, nous optons pour une politique de correspondance et d'échange de courriels qui, visiblement, ne porte pas fruit. Dépenses étatiques hors de notre contrôle et record de l'augmentation de la dette. Un autre bon record pour le Premier ministre. Grand bâtisseur ou grand endetteur? Voilà ce qu'il faudra se poser comme question avec, au bilan et au niveau de la feuille de route, près de 30% de la dette totale du Québec d'accumuler. Bref, on comprend que la tension a été très forte pour appuyer sur le bouton Reset, Monsieur le Président, lors du dernier discours d'ouverture du Premier ministre. C'est un peu à ça que ça sert, théoriquement, un discours d'ouverture, hein? Repartir à neuf, expliquant aux Québécois les grandes priorités du gouvernement pour les prochaines sessions parlementaires. Pour un gouvernement qui n'allait absolument nulle part, sauf peut-être dans un mur ou dans un fossé, les attentes étaient assez basses de la part de la population québécoise. Si au moins le gouvernement avait donné l'impression de peut-être moindrement connecter sur leurs priorités, sur leurs besoins, sur leurs aspirations, ça serait déjà ça de prix. Mais c'était sans compter sur la capacité inépuisable du gouvernement libéral, Monsieur le Président, de toujours nous surprendre en tombant de plus en plus dans l'estime de nos concitoyens. En éducation, le problème fondamental n'est pas réglé à l'égard des ressources qui devraient être dédiées aux élèves en difficulté. C'est bien beau les tableaux intelligents, puis c'est bien beau aussi le vouvoiement dans nos classes, mais est-ce réellement ce que l'éducation avait besoin? Vous savez, Monsieur le Président, je vais être franc avec vous, moi quand je me promène dans les rues de ma circonscription, les gens me disent, Monsieur le député, là, ma priorité c'est une commission d'enquête, ma priorité c'est de diminuer les listes d'attente, ils ont des préoccupations, mais je dois vous avouer, là, entre vous et moi et les quelques collègues qui sont ici dans cette salle, et je suis sûr que ça restera entre vous et moi, j'ai jamais entendu ce genre de priorité là au sommet des listes des préoccupations de mes concitoyens. Pourtant, c'est ces choses que le Premier ministre a décidé d'inclure dans son discours d'ouverture. Jamais personne m'a arrêté sur la rue en disant mais quand est-ce, Monsieur le député, nous reverrons telle et telle chose? Non. Pourtant, les vraies préoccupations, eux, n'étaient pas dans le discours. Mais on a trouvé de la place pour ça. Alors, on voit que c'est un amalgame de saupoudrage ou de collage de mesures qui ont été mis à l'intérieur d'un discours. En santé, la première priorité depuis 8 ans est devenue la 5e priorité. Je comprends, après 8 ans, toujours répéter la même chose, ça commence à devenir lassant. Il faut essayer de changer un peu de discours, mais il faut aussi surtout en arriver à des résultats. La réalité, c'est que le temps moyen dans les attentes à l'urgence est entre 16 et 17 heures là, présentement. Et à l'hôpital Pierre-Legardeur, des fois, le taux d'occupation dépasse les 200%, ce qui fait en sorte que la population devient gravement sinistre face aux problèmes du niveau de la santé. Pourtant, le gouvernement n'annonce rien dans son discours inaugural, rien dans son budget voulant améliorer la situation. La taxe santé, on se le rappelle, c'est pour maintenir le service de niveau de santé actuel, c'est pas pour l'améliorer ou trouver des pistes de solutions, c'est simplement pour continuer dans la même voie qu'on est lancé. Un peu exactement à l'image du gouvernement. Donc, on fait semblant de s'attaquer sur le problème. Sur l'économie et les finances publiques, Monsieur le Président, le gouvernement de l'économie a été plutôt muet hier. Là. La réalité, c'est que Jean Charest est devenu le champion de le Premier ministre du Québec, effectivement, est devenu le champion de l'endettement au Québec. On se l'a expliqué tantôt. En 8 ans, il a endetté de plus de 40 milliards, ce qui a pour conséquence que l'État doit assumer plus de 3 milliards d'intérêts sur cette dette. Et c'est autant d'argent qui n'est pas consacré à l'éducation, à la santé, à la famille et aux aînés. À l'égard de nos ressources naturelles et du plan Nord, la confusion et le chaos continuent un petit peu de tourner là, autour de ces enjeux qui sont annoncés et réannoncés et continuellement annoncés pour la 4e fois là, cette fois-ci. Là. Le plan Nord, là, je demandais à n'importe qui en cette Chambre de nous l'expliquer clairement. Là, ça n'a pas l'air d'être nécessairement aussi concret qu'on pourrait le penser. Et pourtant, c'est une mesure auquel le Premier ministre s'accroche continuellement. Au niveau de la culture, on voulait nous annoncer des bonnes nouvelles en disant nous allons investir de l'argent en culture pour la représentation de nos artistes à l'étranger. C'est effectivement une bonne nouvelle parce que c'est une mission qui est très noble et c'est une nécessité que celle du rayonnement du Québec à l'international. Mais, Monsieur le Président, c'était pourtant un enjeu qui était subventionné en grande partie aussi par le gouvernement fédéral. Or, dans son discours inaugural, on décide de rapatrier la compétence sans nécessairement récupérer les argents qui venaient avec la promotion d'une telle mission à l'étranger, ce qui fait en sorte que le Québec n'est loin d'être véritablement gagnant.